Bonsoir et bienvenue à notre traditionnelle conférence plénière Out of the Box du jeudi soir. Pour démarrer ce moment de voyage, je voudrais tout d'abord faire un hommage à l'innovation. On en a beaucoup parlé dans nos interviews, dans notre conférence d'ouverture, dans les ateliers. L'innovation est très, très précieuse, surtout en ce moment de grands changements, de grands bouleversements. Aux Assises, on fait quelque chose pour l'innovation. Et c'est le fameux prix de l'innovation qui est arrivé à sa 18e édition. Et pour en parler plus, je vous propose d'écouter Thierry Auger, président de notre prix de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment enchanté de vous retrouver ce soir pour introduire donc, la remise du trophée de l'innovation. Ce que je voudrais faire avant tout, en fait, c'est remercier mes collègues en fait, du jury, parce que sachez une chose, c'est que c'est du travail. C'est beaucoup de travail en fait. On a eu une trentaine de dossiers cette année, on en a retenu 20 sur lesquels on a vraiment travaillé. Et sachez une chose, c'est que quand on le fait, en fait, on le fait vraiment pleinement. Ce que je voudrais faire aussi, c'est remercier l'ensemble de l'écosystème français qui nous apporte en fait énormément de valeur et qui accompagne toutes les startups qui nous déposent des dossiers. Ces gens-là, incubateurs, accélérateurs, un petit peu partout en fait en province sur la France, les accompagnent vraiment très très bien. Et pour nous, pour la France, en fait, c'est vraiment très important. Concernant la valeur des dossiers, en fait, cette année, on avait des choses en fait, dans divers domaines. On a retenu 5 dossiers, ce qu'on fait rarement, parce que bien souvent, en fait, on en retient 3 et ça suffit pour finaliser. Là, on a retenu 5 dossiers et globalement, au final, ça a conduit à un prix coup de cœur, donc pour la société Escape, et puis à un prix du public et à un prix du jury pour Patrol, que je félicite. Merci Patrol, merci pour la technologie que vous nous livrez aujourd'hui et qui nous apporte de la valeur ajoutée. Et bonne soirée à tous. Voilà l'équipe gagnante. On les applaudit à nouveau. Donc, au nom de la communauté des assises de la cybersécurité édition 2023, je vous donne ce trophée de l'innovation. Merci beaucoup. Eh bien, en quelques mots, merci. Nous souhaitions tout simplement vous remercier pour cet immense honneur que vous nous avez fait, cette confiance que vous nous donnez avec ce prix. Donc, merci beaucoup. Attention, il vous reste une journée pour venir nous voir sur notre stand. Donc, dépêchez-vous. Nous sommes sur le stand 205, comme la voiture. Sauf que vous risquez d'en voir pas beaucoup à Monaco. En tout cas, merci encore à tous. T'es génial. Un grand merci. Comment mieux démarrer? Voilà, out of the box, on l'a dit. Donc, maintenant, le voyage commence. Et pour démarrer ce voyage, je vous demande d'accueillir très, très, très chaleureusement André Manoukian. Bienvenue André. Merci Maria, c'est un honneur d'être, j'allais dire, au milieu d'une assemblée de... Ils sont plutôt des ingénieurs ici, on est d'accord? Absolument. Alors, gentil. gentil. Des bons ingénieurs, du bon côté de la force. Alors on se demande qu'est-ce qu'un saltimbanque comme moi vient faire ici? Non, enfin moi je peux me poser la question, mais d'une certaine manière, on manipule un petit peu les mêmes choses. La musique, le paradoxe de la musique, c'est à la fois de l'intuition, de l'inspiration, être dans un état amoureux, et en même temps, c'est des mathématiques. En même temps, c'est de la spiritualité et c'est de l'érotisme. C'est compliqué tout ça. Hein. Ça fait 5 minutes qu'on ne parle même pas et déjà, il y a le mot érotique qui arrive. Parce qu'en réalité, la musique, elle est d'une sensualité de dingue. C'est pour ça que ce sont les religieux qui ont essayé de mettre de l'ordre dans le bordel. C'est un moine italien. Ah bah voilà, c'est toujours la photo des Italiens. Guido d'Arezzo, au XIe siècle, qui a nommé les notes de la gamme.
ut coeant laxis, c'est du latin. Hein. Re zonare fibris, mira gestorum, famulatuorum, solvet polluti, labii reatum, sancti Johannes. Ça fait ut, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est un hymne à Saint Jean qui veut dire, avant de chanter les louanges de Saint Jean, purifie-toi la bouche. En gros, c'est un conseil hygiénique de se laver les dents avant de chanter. Mais voilà, donc les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, elles sont italiennes. Voilà, Et c'est on aime moyen. l'hygiène en Italie. Voilà. Exactement. Et en même temps, ça veut dire que les autorités religieuses ont essayé de mettre de l'ordre, parce que la musique, ça vous fait faire des trucs de dingue, Maria, non? Je te crois, bien sûr. Surtout en Italie, pays très dangereux. Mais enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est... Alors les Grecs, ils en parlaient le mieux, ils disaient, il y a deux musiques. La musique apollinienne, qui élève vers la spiritualité, et la musique dionysiaque, qui met en transe, libation. On danse, on oublie qui on est, on devient plus qu'un... On ne devient plus qu'un mouvement. Bon, moi, perso, je danse comme une patate, mais voilà, c'est... Mais tu as plein d'autres qualités, quand même. Si on peut dire, mais voilà. Mais en même temps, c'est emmerdant d'être un musicien coincé du cul. Enfin, mais c'est pas... Excusez-moi. Enfin, je veux dire, mais j'ai plein de copains musiciens qui dansent pas non plus parce que nous, on analyse la musique. Bref, tout ça pour dire que la musique, c'est ce paradoxe-là. Alors, je t'ai dit comment s'appelaient les notes grâce à un Italien. Mais cette fois-ci, c'est un Grec qui vivait en Sicile. Chez moi. 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez 5 minutes là, parce que là, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a inventé la gamme. Il s'appelait Pythagore. Qu'est-ce qu'il a fait, Pythagore? Il a posé une corde sur une porte en bois et il a fait sonner. Ok? Donc, il s'aperçoit qu'il a une note. Maintenant, il aime bien Pythagore, il est ingénieur en fait, il a fait de la cybertech bien avant. Voilà, c'est ça. Maintenant, il aime bien les chiffres et les proportions. Il a appris ça en Égypte. Mais là, je ne peux pas te raconter les aventures de Pythagore en Égypte parce qu'on n'a pas le temps. Bref, il prend une corde, il la divise par 2, il obtient l'octave. Ok, la corde, elle sonne, il la divise par 2, il obtient l'octave. Il la divise par 3, il obtient un sol. Il la divise par 4, il obtient un fa. Donc, il a un truc, Pythagore, il appelle ça la tétradkis. Tétra, c'est 4 en grec. Et pour lui, la création du monde, c'est le chiffre 4. Au début est le 1, le tout. Division, 2. Du coup, le 2, ça crée la sexualité, qui va créer le 3, chiffre du créé. Le tout se mouvant dans les 4 éléments, la terre, le feu, la terre, le feu, l'eau, et le ouzo, parce qu'on est en Grèce, et voilà. OK? Mais non. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 égale 1 à nouveau. Attends, tu m'as dit qu'il y a des ingénieurs, j'en profite. Ah ben bien sûr. OK? Donc, la création du monde, c'est le chiffre 4. Maintenant, voilà qu'il a trouvé des notes pour la création du monde. Do, fa, sol. Et fa, sol, do, c'est les notes de la cadence parfaite. Mais si je les analyse un petit peu, ces notes, do, fa, sol, do, sans déconner, la création du monde, c'est... En fait, c'est la France. C'est pour ça que je suis venue vivre ici. Vive la France! Tu me permets, André? Mais bien sûr. J'ai l'impression que ça va durer. Donc, alors, tu sais, 4 jours d'assises, là. Attention, parce que là, c'est la courbe psycho-érotique du piano. Hein. C'est un endroit spécial qui est chargé. C'est là que se met la chanteuse. Elle regarde le pianiste, il est mort. Enfin, ça, c'est l'histoire de ma vie, mais voilà. Donc, si on m'avait dit à moi, maintenant, André, tu t'occupes de la gamme, ben moi, j'aurais fait quoi? Même intervalle entre chaque note, c'est normal. Tu as des enfants, tu les aimes tous autant. Voilà ce que ça donne, une gamme avec le même intervalle entre chaque note. C'est bizarre. C'est spooky. On dirait qu'il y a un mec qui va se faire découper en rondelles de saucisson dans Central Park par un zombie.
En réalité, on ne peut rien raconter avec cette gamme. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Tous les intervalles se valent. On l'appelle la gamme par ton. Et elle est employée justement beaucoup dans les films quand on veut instaurer un sentiment d'angoisse parce qu'on ne sait pas où on en est. Tu vois, il y a du brouillard. Si on peut raconter des histoires avec notre gamme, c'est parce qu'il y a 2 degrés faibles. Entre le mi et le fa, il y a un demi-ton, et entre le si et le do, il y a un autre demi-ton. Du coup, le si, il est qu'un demi-ton du do, donc il est attiré par le do comme un élément. Le si dit « je vais aller sur le do, je vais aller sur le do ». Bon, d'accord. Le fa, il est un demi-ton du mi, voilà. Il y a quelqu'un qui... Donc le fa va aller sur le mi. Et maintenant, si je joue fa ici, les 2 notes sensibles, ça pique. Ça, on appelle ça l'intervalle du triton. Au Moyen-Âge, tu te faisais décapiter. On appelait ça l'intervalle du diable. Diabolus in musica. Donc, si je joue fa ici, mais si j'écoute ce qu'ils veulent, là où ils veulent aller, oh, comme ça fait du bien. Et c'est ça toute l'histoire de la musique. Tension, les Allemands disent do, mi, sol, do, note du repos. Et ré, fa, la, si, note de la tension, 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 tension. T'as vu comment je suis tendu? Ah, résolution. Et ça, c'est toute l'histoire de la musique. C'est à cause ou grâce à cette gamme qu'on peut faire ce récit. Et tu sais comment ça s'appelle cet accord? C'est la fin. Comment on dit la fin en italien? Fine. Cadenza. Pardon. Pardon. La fin d'une phrase. Ah oui, oui, d'accord. La fin d'une phrase. Donc on appelle ça décadence, décadence, décadence et une cadence encore. Et en fait, on comprend quand un morceau de musique est terminé parce que tout d'un coup, on entend ça. Mais maintenant, dans le jazz, c'est un peu ma musique que j'adore, on n'aime pas conclure, nous. On est là, ah, on tourne autour du truc, et là, oui, mais ok, là c'est super, là, mais là j'aimerais bien que tu conclues. Ah ouais, mais non, encore un petit peu. On tease, on tease, on tease, on tease, on tease. Et on conclut. C'est-à-dire que... Alors là, finalement, un compositeur, c'est quoi? C'est comme un manager, c'est comme un chef d'équipe, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute des notes. La plus belle définition de la musique, c'est le petit Mozart. Il a 3 ans, son papa est un merveilleux pédagogue, c'est un super musicien, il s'appelle Léopold Mozart. Mais Mozart, et là c'est intéressant puisque Mozart, il n'est pas tout seul, il a une grande sœur qui a 5 ans de plus que lui, qui s'appelle Marianne, qui joue aussi bien que lui. Bizarrement, on n'a trouvé aucune partition de Marianne Mozart. Mais ça, j'ai ma petite idée, je t'en parlerai tout à l'heure. Donc, Mozart et sa grande sœur Marianne, dont le surnom est Nannerl, sont enseignés par un père qui est génial. Il leur apprend tous les instruments, le luth, la flûte, la harpe, le clavecin. Mais simplement, il dit à Wolfgang, quand je ne suis pas là, ne joue pas du clavecin tout seul, parce qu'un clavecin, c'est fragile, ça se désaccorde, il est réservé à ta grande sœur. Le gamin, il dit, bon, d'accord, papa. Qu'est-ce qu'il entend, Léopold Mozart, un jour qu'il rentre chez lui dans l'ascenseur? Il entend le petit Mozart qui joue du clavecin tout seul. Il va pour lui mettre une grande gifle en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je t'avais interdit. Et l'autre, il le regarde et lui dit « Je cerce les notes qui s'aiment. » La plus belle définition de la musique qui soit. Quel sale gosse, 3 ans. Déjà, c'est un petit génie, le gars. Mais en plus de ça, c'est la plus belle définition. Il y a des notes qui sont attirées les unes par les autres. Un compositeur, c'est quoi? Si je joue un si, le si va aller sur le do. Je dis, bon, d'accord, va sur le do. Mais du coup, j'ai créé un mouvement ascendant. Oh, c'est joli. Je vais reproduire le même mouvement. Oh, encore. Oh. Je vais descendre maintenant.
Et maintenant, je vais conclure, mais pas tout de suite. Là, j'ai conclu. Jean-Seb, on a 5 minutes, je regarde l'heure. On est là, vous inquiétez pas, ça va pas être plus long, ça ne sera pas plus que 4 heures. Alors donc Jean-Seb, notre Dieu, je parle de Bach naturellement, il était insomniaque. Jean-Seb. Mais oui, il était insomniaque. Ça veut dire qu'il fallait qu'il ait toujours un de ses fils qui lui joue du clavecin pour s'endormir. Ça tombait bien, des gosses, il en avait 11, tous musiciens. Un soir, c'est Carl-Philippe Emmanuel qui s'y colle. La corvée. Au bout du 3e accord, il entend son père qui ronfle. Il fait « Waouh, j'ai bien fait de lui mettre 3 rasades de génépi dans sa soupe. » Et il se lève et il va au bar jouer au baby-foot avec ses copains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se lève sur un accord de sol 7e avec que des tensions, avec les 2 notes sensibles. C'est un accord dont toutes les notes hurlent qu'elles veulent se résoudre. Et lui, il laisse cet accord suspendu. Ça réveille Jean-Seb dans son sommeil. Papa. En titubant, il va sur le clavecin, il fait l'accord sol 7e, il conclut et il retourne se coucher. L'important, c'est qu'il s'est couché. Et il retourne se coucher parce qu'il a pu conclure. Est-ce que le gamin est parti? Et le gamin, il était avec ses potes et tout ça. Ça veut dire que c'est de la physique, tout ça. C'est des fréquences en réalité. C'est-à-dire, en gros, on fait le même boulot. Non? Mais si. Mais si. En plus de ça, la moitié des icos. Alors, maintenant, on a analysé le cerveau d'un musicien qui joue. Celui qui joue du classique, on va dire, même si c'est le même pianiste, quand il joue Chopin, zone gauche du cerveau. C'est quoi? C'est la zone de la mémoire et de la lecture. Quand il improvise, zone droite du cerveau, zone de la représentation mathématique et préfrontale, zone de la de la vision en 3 dimensions. C'est-à-dire que quelqu'un qui improvise, en réalité, il a des algorithmes dans la tête. Si je te joue un accord de Do, c'est quoi la gamme qui va avec? C'est la gamme de Do. Tout d'un coup, je change, je me mets en Fa mineur. Donc, je vais passer d'une gamme à une autre gamme. Mais si je le joue comme ça, c'est chiant. Par contre, si je le prépare, tu vois, j'arrive sur le La bémol juste avant. Donc, du coup, je suis toujours obligé d'anticiper. Donc, un gars qui improvise, il est sans arrêt en train de reconstruire des algos et de checker le truc qui va venir après pour être dedans. Sinon, le discours n'est pas fluide. Donc, moi, ça me fait bien marrer quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. On en parle beaucoup. Le gars qui a inventé l'intelligence artificielle, il s'appelle Jean-Seb. Jean-Seb, vive Mais Jean-Seb. oui, c'est que des algorithmes. Mais vive Jean-Seb. Vive Jean-Seb. Quand je pense au nombre de Jean-Seb qui sont là en puissance et qui ne le savent même pas, ça me rend Il y a des dingue. Jean-Sébastien là. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, un autre exemple, un jour, il a invité à la cour du roi Frédéric II. Frédéric II, roi de Prusse, toujours dans Sébastien. On est en 1740 et des poussières. Dans l'orchestre de Frédéric II, il y a Carl-Philippe Emmanuel, le même qui avait foutu du génépi dans la soupe. Vous suivez jusque-là? OK. Mais le roi, il sait bien que c'est le papa, le génie. Donc, tous les jours, il va voir Carl-Philippe Emmanuel et il lui fait « Quand est-ce que ton père vient? Quand est-ce que ton père vient ?» Putain, l'autre, il n'en peut plus. Il envoie des SMS à son père. « Papa, s'il te plaît, des boules. » Mais le papa, il a 70 piges. À l'époque, c'est vieux et tout. Donc, pendant 2 jours, il va faire le voyage. Il arrive. Le roi se précipite sur lui. Il n'a même pas le temps de prendre une douche. Et lui dit « Regarde. » Et il lui montre le premier pianoforte.
Ça aussi, c'est un nom italien, décidément. C'est quoi le premier pianoforte? C'est qu'avant, on avait des clavecins. Le clavecin, c'est quoi? C'est le même principe, sauf que la corde, elle est pincée, vous voyez, avec une mécanique. Donc, ça fait un son un peu aigre. Et là, M. Zilberman, il a l'idée de mettre un petit marteau. Et tout d'un coup, on va avoir le plus de son. Et plus tard, ça va donner ces engins incroyables. Jean Seb, il regarde le truc, il fait « Waouh, il est bien ton nouveau synthé !» Mais c'est pas pour ça que le roi l'a convoqué. Le roi l'a convoqué parce qu'il se targue d'être un musicien, d'être un compositeur. Il lui dit « Mon cher Jean-Sébastien, j'ai composé un thème et j'aimerais bien vous le soumettre. » Il sort sa flûte. C'est un roi qui jouait de la flûte. Enfin, nous aussi, on en connaît des rois qui jouent de la flûte. Et il lui joue un thème. Je vais vous jouer au piano le thème que va jouer le roi à Jean-Sébastien. Jusqu'ici, ça va. Arpège mineur qui monte. Descente de sixte, très romantique. Mais là, soudain... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est un chat qui marche sur un piano. Ça, c'est le sergent Garcia qui se dégonfle quand il va arriver Zorro. C'est trop moche, on fait pas ça. Jean Seb, super faux cul. Majesté, comme votre thème est beau. Puis j'ai improvisé dessus. Et voilà ce que va faire Jean Seb du thème du roi. Enfin bon, j'exagère un petit peu. Mais je voulais juste vous montrer qu'il venait d'improviser, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus difficile que ça. Il a improvisé une fugue à 4 voix. C'est quoi une fugue à 4 voix? Vous avez une ligne qui monte comme ça, ok? Ça, c'est la première ligne mélodique, do, ré, mi, fa. Là, on met un miroir. Je suis content de parler à des ingénieurs, au moins ils vont comprendre. Et là, qu'est-ce que do, ré, mi, fa, do, si, la, sol, ok? Là, il va mettre un miroir, inversé, ça fait un losange. Le losange, il le rétrécit, donc ça va aller 2 fois plus vite. Il l'augmente, il le monte, il le module. Ce sont des pures mathématiques. Et à partir de 4 ou 5 petites notes, c'est le principe du kaléidoscope. C'est-à-dire que par un jeu de miroir, il va vous construire une façade de cathédrale gothique avec 4 ou 5 petits cailloux. Et il va dire au roi, Majesté, votre thème est si beau, je n'ai pas pu éprouver toute sa beauté, laissez-le-moi. Il va tenir parole. 2 mois plus tard, il va lui renvoyer une succession de fugues de Risser-Carré, une partition incroyable. Il va lui envoyer un des chefs-d'œuvre de la littérature musicale occidentale qu'il va appeler l'offrande musicale. Un des chefs-d'œuvre de la musique occidentale composé à partir d'une bouse. Une bouse royale, certes, mais une bouse quand même. Certes. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire quoi? Que tous les musiciens classiques qu'on admire, tous ces grands compositeurs de génie, étaient tous des improvisateurs. Ça aussi, c'est fou. Ils savaient tous improviser. On leur disait, voilà, la gamme, c'est un terrain de jeu. Tu peux jouer avec. Vous vous souvenez d'un film? Non, vous êtes trop jeune. Ah non. Tous les matins du monde. Hein, ça vous dit quelque chose, un film? C'était un joueur de viol de gamme joué par Guillaume Depardieu, génial. Il s'appelle Marin Marais. Il va voir un grand maître et il lui dit, je t'en supplie, donne-moi des cours. Et l'autre, il n'aime pas ce gamin qui vient de Versailles, qui vient de la cour. C'est un peu showbiz et tout. Le vieux, lui, il est retiré et tout. Puis au bout d'un moment, le gosse, il dit, je vous en supplie, j'ai marché des jours. Le vieux, il a pitié. Il lui dit, sors ta viole et improvise. On est en 1640. Il lui dit pas joue, il lui dit improvise. C'était à la qualité de l'improvisation qu'on jugeait la qualité d'un musicien. C'est comme si quelqu'un me dit je suis poète et il me récite du Baudelaire. Ben non,
ou du Gabriele d'Annunzio. Ben non, tu n'es pas poète, tu me récites le poème de quelqu'un d'autre. En fait, on a transformé les musiciens comme ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que au temps où tous les musiciens improvisaient, il y avait même des battles. Mozart versus Clementi Ça, on l'a gardé, la battle, pour le coup. à la cour de l'empereur. Les gens étaient comme des fous, les filles, enfin bref, je veux dire, on pariait, c'est comme ça que les musiciens ils se faisaient de l'argent. Deux clavecins qui se grimpaient dessus, c'était phénoménal. Sauf que on ne jouait pas la musique des morts. La musique de Jean Seb, elle est oubliée 2 ans après qu'il soit mort. On la joue pas, c'est ringard, c'est fini, on passe à autre chose. En l'espace de moins d'un siècle, on a Jean Seb, bim, Mozart qui invente un nouveau style, bim, Beethoven, bim, et le romantique. C'est ça qui est fou, c'est qu'on allait vers l'avant. Si tu reçois quelqu'un à manger, on ne jouait jamais le même opéra dans la même ville. Tu reçois quelqu'un à manger, tu lui fais à manger. Tout d'un coup, il revient chez toi 2 mois plus tard, tu lui fais pas la même chose. Bah, chez C'était moi, tu ça. fais que des pâtes. Eh bien, c'était un petit peu la même chose avec la musique. Donc, on a complètement oublié, tous les musiciens du passé, ça n'existe pas. Et puis un jour, il faut attendre 1830, à Berlin, un certain Félix Mendelssohn, qui est déjà un compositeur de génie, il a 20 ans. Il a une vieille tante qui meurt, il hérite de partitions, il regarde ses partitions, elles sont très vieilles. Parce que sa vieille tante, elle avait, quand elle était jeune, comme prof de piano, un certain Jean-Chrétien Bach, le dernier fils de Bach. Et ses partitions, c'était du Jean-Sébastien Bach. Mais lui, il ne connaissait même pas le nom. Il se met à lire ça. Ça s'appelle La Passion selon saint Matthieu. Je vous en supplie, ce soir, vous rentrez chez vous, ou si vous êtes à l'hôtel, vous mettez un casque, vous branchez La Passion selon saint Matthieu de Bach, vous prenez un verre de Genève, un pétard, ce que vous voulez, du whisky, vous allez partir dans le cosmos. On dirait une musique psychédélique, alors qu'elle a été écrite en 1740. Il y a des chœurs, des violons, ça s'encroise. On dirait la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est fou. Mendelssohn, quand il voit ça, il fait merde, mais c'est un chef-d'œuvre. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il loue la Sing Academy à Berlin, ne pas confondre avec la Star Academy. 2 orchestres symphoniques, 3 chorales, l'empereur est là, on refuse 1000 personnes, et là les gens sont estomaqués. Parce qu'ils ont l'impression que cette vieille musique qui a été composée un siècle auparavant, c'est la musique du futur. Donc là on se dit, mais alors on a peut-être un patrimoine derrière nous. Donc on va aller chercher les vieilles partitions, et c'est là que va commencer le travail patrimonial. Alors ça c'est formidable. Donc on va chez les éditeurs, c'est ceux qui imprimaient les partitions, mais ces partitions, ça fait longtemps qu'ils les vendent plus, c'était complètement démodé, donc c'était dans les caves, dans un état un peu pourri, tout ça. Il y a même un gars qui trouve une partition signée de Ludwig van Beethoven, ça lui rappelle quelque chose, et il y a écrit « Fur » dédicace pour... Parce que tous les compositeurs dédicaçaient leurs œuvres. En premier, à ta femme, en deuxième, à ton banquier, à troisième, à ta maîtresse. Enfin bref, ça dépendait de l'un. Voilà. Donc, il voit Fur pour, en allemand, une grosse tache, SE qui dépasse. Lui se dit, il n'y a pas 36 prénoms allemands qui se terminent par SE. Lui, il est amoureux fou d'une Élise. Il dit Fur, Élise. Et le morceau, on va donc l'appeler la lettre à Élise. Et le vrai... tu sais comment elle s'appelait, la chanteuse dont Beethoven était amoureux? On va le dévoiler ce soir. Thérèse. Thérèse Malfatti, encore une italienne décidément. C'est toujours la faute aux Italiens. C'est toujours la faute, quelle musique formidable. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait des Thérèse dans la salle. Mais si vous avez une tata qui s'appelle Thérèse, vous pouvez lui dire que ça fait 250 ans qu'elle est spoliée, que la lettre à Élise, c'est la lettre à Thérèse. OK? Ça lui fera plaisir. Voilà. Donc, on va chercher des partitions et on dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de tous ces chefs-d'œuvre du passé? On va les mettre quelque part, on ne peut pas les mettre au musée. Ben, on va les mettre dans nos écoles de musique. Et c'est pour ça que les écoles de musique, on va les appeler des conservatoires. Ah, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'on met en conserve là-dedans? Pourquoi on les appelle comme ça? Et du coup, ça c'est formidable, on est d'accord? Oui. 2 mouvements qui ne sont pas du tout formidables, qui vont accompagner ce mouvement. Le premier, c'est qu'on est milieu jusqu'à fin du 19e siècle. Dès qu'une partition est signée par une fille, le gars qui la trouve, il raye le prénom de la fille
pour l'attribuer soit au mari, soit au père. Ça, c'est pas sympa. Les femmes, elles ont été éradiquées du livre des compositeurs. Citez-moi une femme compositeur de cette époque-là. C'est pareil dans la science? Elles ont été rayées aussi? Sans déconner. J'ai bien fait de venir ici, Marie. Bah oui, je te l'ai dit qu'il fallait venir. C'est vrai? Exprès et tout? Putain, pardon, excusez-moi. Non, mais mais c'est fou. Alors que si vous regardez un tableau du XVIIIe siècle qui représente des musiciens, vous avez la moitié de filles et la moitié de garçons. On est d'accord? Or, comme tout le monde improvisait, bah, toutes les filles savaient composer. Alors, on a retenu que Clara Schumann. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée avec Robert Schumann. Mais je veux dire, elle était bien meilleure que lui, en plus de ça. Et la deuxième, c'est Fanny Mendelssohn, parce que, pareil. Et toutes les autres, elles n'existent pas. C'est fou quand même. Alors, aujourd'hui, il y a un mouvement qui va les récupérer. Mais il faut qu'on se voit après. Enfin, pour parler de tout ça. Enfin, je n'aurai pas le temps. Mais peut-être que si. Enfin, bref. Mais le truc, il est dingue. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième mouvement funeste qui va accompagner cette idée de patrimoine, c'est qu'on va dire aux apprentis musiciens dans nos écoles de musique, il y a des génies du passé, ça ne sert à rien qu'on vous apprenne à vous exprimer. Donc, on ne va plus vous apprendre l'improvisation. Maintenant, vous allez lire tout ce répertoire formidable et on va les transformer en lecteurs. Mais en faisant ça, on leur enlève la moitié du cerveau. On a fait la même chose à l'école. On a cessé d'apprendre la rhétorique. La rhétorique, c'était quoi? L'art de s'exprimer. Mais c'est capital. Quelqu'un qui sait s'exprimer, il trouve les mots. Ceux qui vont vers la violence, c'est parce qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer leurs sentiments. Imaginez Verlaine et Rimbaud qui n'auraient pas eu de cours de rhétorique. Ça donne quoi? Je te la laisse le dire. Cyril Hanouna. Il n'est pas aux assises de la cybersécurité. Bah ouais, enfin, tu peux y aller. Mais voilà. Donc, du coup, la musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme. La musique, c'est comme l'eau. L'eau, elle est plus forte. C'est les Chinois qui disent ça, que le rocher et tout. Elle se met partout. Elle a traversé l'Atlantique. Et on a réappris l'improvisation grâce à des enfants d'esclaves africains. Et c'est revenu en Europe. Donc, moi, quand j'étais petit, c'est ça que je voulais faire. Je voulais improviser. Je ne pouvais pas. Parce que j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Mais comme tous les gens qui font du piano classique, j'étais coincé du cul. Donc c'est vrai, c'était terrible. Je crois que tu t'es bien remis quand même. J'étais obligé d'aller à Boston, tu te rends compte, aux États-Unis. Maintenant, il y a des écoles de jazz dans les conservatoires, mais elles sont à un niveau haut. C'est aux enfants qu'il faut apprendre ça. Ça va être mon prochain combat. Enfin bref. Mais non, parce que, encore une fois, apprendre le solfège à un gamin avant qu'il touche son instrument, c'est complètement aberrant. C'est comme si tu dis à ton bébé qui vient de naître, tu n'as pas le droit de parler et je ne te parlerai pas avant que tu ne saches lire ou écrire. Il y a une inversion complètement perverse, quoi. Alors que, une fois, j'étais dans un concert, dans un endroit joli, ça s'appelle la Grange au Lac, à Évian. C'est un auditorium qui a été construit par Rostropovitch, magnifique. Il y avait un pianiste classique et puis j'étais là aussi. Bref, chacun faisait son concert et puis on est venus tous saluer en même temps. Et puis les gens, ils nous disent « Ah, un bœuf, une jam ». Et le pianiste classique, il me dit à l'oreille « Je te préviens, je suis incapable d'improviser sur Au clair de la lune ». Alors qu'il venait de jouer de la deuxième de Rachma. Alors que Rachma, lui, enfin tous les musiciens classiques qui jouaient, eux savaient improviser. Donc du coup, c'est une histoire aberrante. Et une fois, j'ai une prof de solfège qui est venue me faire une dédicace. Je lui ai dit, vous êtes furieux de ce que j'ai dit? Elle m'a dit, mais non, vous avez raison, mais comment je peux faire? Moi, on m'a appris comme ça. Donc l'idée, c'est de retrouver l'improvisation. Merci. Et vous aussi, non? Eux aussi, non? Ils ont besoin de savoir improviser. Absolument. Tout d'un coup, vous tombez devant un truc que vous n'aviez pas prévu. Et là, qu'est-ce que tu fais? Bim, dans la seconde, tu es obligé de te faufiler et de trouver une solution. Souvent, le vendredi soir, à 17h58, quand tout le monde a quitté le bureau, et c'est là que l'attaque arrive. C'est pas vrai. Sans déconner. Tu devrais rester demain, il y a une table ronde sur ce sujet. À 17h58? Bah oui. Sans blague. Maintenant, il change. Quelle heure il est? Oh merde.
Bon, mais dans tout ça, il y a quand même aussi, on va le travailler l'improvisation, on a compris, je crois que la leçon est donnée, mais il y a quand même des belles enseignements, la musique, ça enchaîne, voilà, tu as des belles choses à partager, Mais des choses qui évidemment, marchent. mais qui évidemment, marchent. évidemment. Alors moi, je Voilà. ne fais pas de différence entre la musique classique et la musique de jazz. C'est la même musique. Au bout de la musique classique, il y a l'harmonie de Debussy, Ravel, tout ça, voilà. Comme disait Duke Ellington, il y a deux musiques, la bonne et la mauvaise. Ok? Ça, c'est fait, c'est réglé. Alors maintenant, c'est quoi le principe, je dirais, du musicien? Bah, finalement, c'est encore une fois les Grecs qui en parlent le mieux. Ils sont forts, ces Grecs, quand même, hein. Alors celui-là, il n'était pas né en Sicile, je ne sais pas où il était. Mais de toute façon, la Sicile, c'était la Grèce. Enfin bref. En gros, pour les Grecs, la divinité de la musique, c'était Orphée. Orphée, son travail, c'était de transformer par la musique, avec sa lyre magique, le chaos, désordre en grec, en cosmos, ordre. Chez les Égyptiens aussi, c'était Osiris. Avec sa flûte, il allait civiliser le monde. J'ai l'impression qu'on manque cruellement de musiciens en ce moment dans certaines parties du monde. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on crée de l'harmonie. C'est quoi l'harmonie? C'est créer des accords consonants. C'est quoi un accord consonant? Physique encore. Je joue un Do. En fait, dans ce Do, il y a plein de notes qui sont cachées derrière et qu'on n'entend pas. Il faudrait une oreille très exercée. Parce que si cette note n'était que dans la fréquence du Do, c'est-à-dire grosso merdo 510 Hz, c'est quoi un son pur? Bah tu sais, c'est le son de sinusoïde de l'oscilloscope quand tu es mort. Tu vois, comme ça. Là, tu es dead. Ça, c'est un son pur. Ça n'existe pas dans la nature. Chaque son a ce qu'on appelle des harmoniques. C'est pas à vous que je vais expliquer ça, on est d'accord. Donc, maintenant, examinons les fréquences harmoniques du Do. La première, c'est le Do à l'octave, puis le Sol, puis le Do, puis le Mi, puis le Sol. C'est pour ça qu'on appelle ça l'accord parfait. Toutes ces notes sont là. Ce que les Allemands appelaient les notes du repos. Donc, du coup, c'est quoi l'harmonie? C'est de jouer avec ces accords-là. Mais encore une fois que j'ai fait mon accord de Do, si je le joue comme ça, c'est pas très joli, tu vois, c'est un peu ramassé. Il faut de l'espace. Regarde, le Mi, au lieu de le faire, non, on voit pas, c'est pas grave. Au lieu de le faire là, j'enlève le Mi et je le fais là. T'as vu? Tout de suite, ça respire. Khalil Gibran, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, ce grand poète libanais. Il dit, plantez deux arbres l'un à côté de l'autre, ils vont s'empêcher de pousser. Mettez-leur de l'espace, ils vont s'épanouir, l'énergie va circuler librement entre eux. C'est pour ça que ma femme, elle habite à Chamonix et moi, j'habite à Paris. Pour que C'est l'accord parfait. C'est l'accord parfait. En attendant, je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel de mer. Pardon. Oh là là, il faut que je me fasse... Bref, donc, de l'espace, jouer avec les harmoniques, toujours à l'écoute. Maintenant, il y a des notes qui s'aiment, comme disait Mozart, mais il y a aussi des notes qui se détestent. Ah. C'est qui les notes qui se détestent? Les notes dissonantes. Pourquoi sont-elles dissonantes? C'est quoi leur particularité? Elles sont situées où géographiquement? C'est les voisins. Vous avez déjà été dans une réunion de copropriété? Hein? Voilà, ça c'est une réunion de copropriété, hein, qui essaye de... Bon. C'est des notes qui se touchent, un accord avec ça. C'est un Américain qui a inventé ça en 1912. Il s'appelait George Cowell. Il ne savait plus quoi faire. Il dit, tiens, moi je vais faire des accords avec des notes qui se touchent. Et tu sais comment il appelait ça? Un cluster. Ah, tiens. Cluster, en anglais, ça veut dire grappe, touffe. Voilà une grappe de notes. Mais, pardon, et Stravinsky va s'en servir dans le sac du printemps. Mais l'idée, c'est de jouer naturellement avec ces dissonances pour nous faire respirer à la fin et que l'histoire se termine bien quand même, avec un happy ending. Donc, j'allais dire, pour composer, maintenant, on se retrouve avec cet instrument harmonique qui est formidable.
on se retrouve à être à l'écoute. Encore une fois, c'est une histoire de fréquence et vous le comprenez bien. Mais on bosse vachement mieux quand on est en équipe, non? Hein? Ensemble. Et ensemble, c'est ce que vous êtes en train de faire ici pendant 3-4 jours. Hein? L'union fait la force. L'union fait la force. Ben, c'est pareil dans la musique. Il y a même une théorie à laquelle je pense, c'est que je pense que la démocratie moderne en Europe, elle est née dans les pays du Nord parce que Luther est allé au-delà de la malédiction de Saint Paul qui disait que les voix des femmes se taisent dans les églises. Lui, il a dit, on va tous chanter ensemble. Du coup, les premières chorales vraiment populaires sont nées dans le monde protestant. Or, qu'est-ce que c'est chanter dans une chorale? C'est chanter à plusieurs voix. Donc, vous êtes obligé d'écouter votre voisin qui chante une voix différente que la vôtre pour vous accorder avec lui. Et du coup, ensemble, on crée un accord parfait alors que chacun a sa tâche spécifique. Mais si j'écoute pas le voisin, ça va être la cacophonie. Donc j'écoute celui qui dit quelque chose de différent et en même temps je m'exprime. Et le plus bel exemple, il est encore en Italie. En Sardaigne cette fois-ci. 15 août, en Sardaigne, on sort la Sainte Vierge. 4 hommes, balèzes, chantent avec des voix très graves. Mais ils chantent un chant à 4 voix. Il n'y en a pas un des 4 qui chante la même chose que lui. Et si ils sont accordés parfaitement, eh bien, ils vont créer une harmonique alors qu'ils ont des voix graves, très aiguës, que l'on va entendre. Et on l'appelle la quintina, la 5e voix, et on dit que c'est la voix de la Vierge. Tu vois qu'en 4 gros balaises, ils font la voix de la Vierge, c'est magnifique. Donc, ils sont 4, et pourtant, on entend 5 voix. Ça, c'est le miracle de la musique. Alors, il y a l'inspiration. Tu juste avec ses yeux et ça marche. L'inspiration. Alors, il y a évidemment, il y a ce truc classique, la muse, mais on est au XXIe siècle. Moi, je dis, il y a la muse et il y a le museau aussi. Hein, d'accord? Ça marche dans les deux sens. C'est formidable, on est amoureux. C'est un amour platonique, bien sûr, même si dans platonique, il y a Platon. Merci beaucoup, Maria. Ah non, je ne suis pas tombée dans le piège, là. Mais il y a aussi, une fois que je dirais, le problème de la muse est passé, comment fait-on? Alors, on peut penser à quelqu'un. Là, par exemple, je suis un tout petit peu à court d'inspiration. Vous pouvez me donner des notes de musique? Une, sol. Une deuxième, fa. Une troisième, est-ce que ça me suffit? Elle veut toucher des droits d'auteur, elle. Hein. 2 notes, sol, fa, la, do. Pas mal. Voici la chanson des assises de la cybersécurité 2023. Alors, ceux qui m'ont donné les notes, vous viendrez me voir à la fin pour signer le bulletin de déclaration de la SACEM. Donc, ça, c'est une belle inspiration.
Mais il y a aussi... Je peux te faire ton portrait, Maria? C'est ce que j'attends, mais parce que je vois la lueur qui tourne. Oh merde, pardon. Alors, Maria, j'ai besoin de certains éléments. Donc, le coin d'Italie d'où tu viens? Cécile. Ouf. Ok, une couleur. Rouge, des Rouge. assises. C'est la couleur du feu. Des assises. Tu sais que c'est le chakra de la... Non, Non, mais non, le chakra rouge, après ça monte, orange, etc. Et bleu. faut continuer le D'accord. portrait. Donc on est, voilà, on est rouge dans la sensualité, la vie, l'ancrage au sol aussi, très important. Alors Sicile, ancrage au sol, sensualité, voilà. Un animal. Est-ce que je peux changer d'animal par Oui. rapport à tout à l'heure? Serpent. Serpent. Oui. Une qualité que tu voudrais acquérir. Alors ça, je ne la change pas parce que tout le monde le sait. Maria Iacono devrait être plus patiente. Ah, donc tu es serpent patient selon le baptême indien. Parce que tout à l'heure, elle m'avait dit comme animal le chat. Voilà. Donc bref, serpent patient, c'est beaucoup mieux. Non, mais c'est le que- chat, voilà. c'est le chat, effectivement. Oui, mais ça fait rien. Alors donc, attends, serpent, Sicile, rouge, feu, un plat. Ah bah, les pattes. Ah excuse-moi. putain, comment je fais des pâtes au piano, moi? Ah oui, je sais, c'est parti. Vas-y. Regarde. Si je pose mon doigt, tu vois, Oui. c'est rond comme une pâte, ça. Regarde. Je pose mon doigt sur la corde. C'est doux, c'est rond. Sicile, Sicile, Sicile. Le serpent. Tourne autour. Sicile, la tarentelle, non? Et au fond, c'était comme ça qu'on faisait des opéras, parce qu'on pensait à des scènes, et puis voilà, quoi. Tu es un opéra, toi, toute seule, Marie. Merci. On avait un sujet qu'on voulait évoquer. Oui, On avait on a un su- répété, bien sûr. Hein. On avait un Comme quoi, sujet c'est l'impro qu'on qui voulait gagne. évoquer, c'est l'audace. L'audace, il en faut pour faire ce que vous faites, on est d'accord. En réalité, putain, je vais essayer de faire très vite. Il y a des sociétés traditionnelles dans lesquelles dans la production de l'art, c'est l'objet qui est important. Je fabrique un Bouddha, je suis en Indonésie. Ça fait 700 ans qu'on fait des Bouddhas là-bas, même 800, même 1000. Bouddha, c'était 600 après Jésus-Christ. Donc voilà, on va dire 1400 ans. Ok ? C'est quoi qui est important ? C'est le Bouddha, c'est pas moi, c'est pas l'artiste. Donc je vais chez un maître, je suis sculpteur, j'apprends le geste qui a été transmis au maître par son maître. Et moi, quand je vais devenir maître, je vais apprendre exactement le même geste parce qu'il est absolument important que le Bouddha soit toujours le même et qu'en aucun cas je ne l'altère en mettant de moi. On est d'accord ? En Occident, c'est tout le contraire.
Michel-Ange, il met un fuck à celui qui vient avant lui, celui d'après, pareil. Encore une fois, je te parlais de Bach. Bach, il fait la musique pour Dieu. Mozart, il fait la musique pour la nature. Beethoven, il fait la musique pour ses hémorroïdes. C'est non, mais c'est le premier à dire j'ai mal au cul. Mais c'est important en même temps. Voilà, hein, exactement. excuse-moi. Mais tu te rends compte, dans un laps de temps très court, chaque compositeur qui arrive tue l'ancien. D'une certaine manière, il faut avoir de l'audace. Il faut se dire, mais qui je suis, moi, pour passer après Jean Seb ou après Wolfgang ou après Ludwig, quoi, tu vois. Donc, il faut avoir une petite dose d'inconscience. Moi, c'est ce que j'ai, perso. Ne pas trop avoir le sens du ridicule aussi, parce que tu peux te vautrer. Ça, c'est ma meilleure qualité. Je n'ai pas le sens du ridicule. Parfois, ça donne des trucs un peu chelous. Et le troisième truc, finalement, c'est ne pas avoir peur de m'inscrire moi. C'est-à-dire que j'ai des maîtres au-dessus de moi qui m'ont enseigné, il y a des règles, il y a des scientifiques, mais à un moment donné, pourquoi j'irais pas? Et alors, puisqu'il ne reste plus que 3 minutes 42, on peut illustrer l'audace peut-être en demandant un volontaire Oui, qui viendrait, parce que moi, j'ai plus d'inspiration. non, mais il y a un volontaire, j'ai déjà repéré un volontaire. Il est tellement volontaire. Hein. Loïs, je t'en prie. Tu désignes les volontaires, c'est comme ça que ça... C'est ça les assises. C'est génial. Mais il ne sait pas ce que je vais lui faire faire. Venez ici. Votre prénom? Bonjour, Loïs. Loïs. Bonjour. Alors, cher Loïs, tiens, prends le micro. Il marche le micro? Ouais, super. Loïs, je n'ai plus d'inspiration. Dommage. Donc, alors je ne vais pas vous demander d'être mon museau, mais par contre, vous savez combien de notes là il y a un piano? Plus de 80? 88 notes. Bravo. Donc, c'est 88 instruments. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, de faire le chef d'orchestre. Alors, pour faire le chef d'orchestre, ok, avec la main gauche, vous êtes sur l'expression, et avec la main droite, vous êtes sur le temps. Ok? Et vous allez me diriger avec vos deux mains. On va poser le micro là. Donc, vous allez vous mettre ici parce que j'ai besoin de vous voir. Donc, vous venez, vous saluez, tout le monde vous applaudit, vous êtes le chef. Voilà. Bravo, Loïs. Vous me regardez. Et maintenant, voilà, on retourne. Vous me dites, est-ce que vous êtes prêt et tout? Avec un geste. Maestro. Et là, le temps, l'intention, l'intensité. Et vous jouez avec les deux. Attendez, je suis pas. Il faut, voilà. Ça y est, c'est bon. Il y a eu une confusion. On y retourne. C'était Maestro Loïs. Loïs, chef d'orchestre des Assises 2023. Vous avez senti des choses? Prenez le micro. Des choses, c'est peut-être un peu vague, mais j'ai senti que ça bougeait. Après, voilà, j'improvisais, j'essayais de comprendre mon corps déjà. C'était déjà une première étape. Et puis après,
ça réagissait par rapport à ce que j'essayais de produire avec mes mains. Mais Bon, j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. En attendant, c'était une grande première pour moi et je ne sais pas ce qu'on a fait ensemble, mais c'était c'était une expérience. Merci beaucoup. infiniment, Loïs. Tu m'en veux pas. André, le mot de la fin, la fine. Alors, le mot de la fin, c'est On la voudrait pas, mais il faut... c'est la cadence, c'est le mot de la fin, c'est mince. Alors, on l'avait pas prévu Ah celle-là. bah oui, mais c'est l'impro. Moi, C'est j'ai- l'improvisation, Ah bah oui, quand même. exactement. Le mot de la fin, c'est le moment où on conclut, mais en même temps où on laisse le truc un petit peu ouvert. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, ouvert pour la suite. Et en attendant, il y a quelque chose d'important aussi qui s'est passé ce soir, c'est que en réalité, ce que tu dis, ça dépend de ceux qui t'écoutent. Il y a une interaction magique. On appelle ça parce que c'est du son que j'envoie. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es tout petit et que tu joues de la musique, c'est qui ton premier public? C'est la famille, quoi, tu vois. Mais tu le sens tout de suite que tu produis de l'effet. La musique, c'est magique quand même. Mais c'est normal parce qu'on est fait à 70% d'eau. Enfin, de liquide. Enfin, ça dépend des régions, hein, ici. Enfin, tu vois. Et donc, quand j'envoie un son, il y a tout qui, tu vois. Et moi, la magie, c'est que le son, je l'entends passer à travers vos corps. C'est-à-dire que si les gens sont à l'écoute, je me mets à bien jouer. Enfin, les musiciens en général. Mais si tu parles à quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, c'est comme si tes mots, ils n'arrivent pas à rentrer dans sa tête, ils tombent et toi, tu te mets à bredouiller. Ça t'a jamais fait ça? Non, jamais. Si? Non, jamais. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a une interaction. Donc en fait, j'envoie un son et vous vous dites « Ah !» Et du coup, moi, j'entends dire « Oh, ça leur plaît !» Je fais « Ah !» J'en rajoute et là « Ah !» Et là « Ah !» Et là « Ah !» Et là, on est dans une spirale tantrique. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. On a fait l'amour pendant 1 heure. Merci beaucoup. Je suis désolé. Merci. Merci infiniment. Merci. André Manoukian, bon, rendez-vous pour un voyage musical ce soir à partir de 20h30 au Bay, à l'hôtel Monte Carlo Bay. C'est dur d'enchaîner. Pour notre belle soirée rock sponsorisée par Sentinel One. Donc, rendez-vous pour qu'on continue en musique.